Lizzie présente Un mal pour un bien de Daniel Steele. Lu par Slimani Efsa. À mes merveilleux enfants, Beatty, Trevor, Todd, Nick, Sam, Victoria, Vanessa, Max et Zara. Puisse la vie vous couvrir de cadeaux sans contrepartie et les malheurs toujours être suivis de belles surprises. Je vous aime. Maman. Daniel Steele. Chapitre 1. Par un bel après-midi de novembre, avant de partir pour son rendez-vous, Isabelle McAvoy prit le temps de contempler, dans leur cadre en argent disposé sur son bureau parfaitement ordonné, les photographies de tous les êtres chers à son cœur. Il y avait là sa fille aînée, Théo, à l'âge de 3 mois, dans les bras de son père, Putnam, et Xela, à 2 ans, qui regardait l'objectif d'un air indigné, les poings sur les hanches. Ce cliché la faisait toujours sourire. C'était tellement caractéristique de sa chère Xela, avec son tempérament de sergent recruteur. Tout le contraire de Théo la rêveuse, qui, timide et discrète depuis sa naissance, tenait beaucoup de son père. Comme lui, elle semblait débarquer d'une autre planète, mal équipée pour notre monde. Isabelle avait placé le portrait de Declan à côté de celui d'Una, encore bébé et déjà tout sourire. Una était sans doute la personne la plus joviale qu'Isabelle ait jamais rencontrée. Depuis qu'elle avait vu le jour, elle exsudait la joie et la bonne humeur. Il y avait enfin une photo prise 20 ans plus tôt, alors que ses 3 filles étaient réunies autour d'elle lors de vacances en Italie. Théo semblait mélancolique, Xela ennuyée, et la petite Una morte de rire. Isabelle était leur dénominateur commun. Aujourd'hui, à 37, 32 et 26 ans, elle n'avait pas vraiment changé. Le temps avait filé sans qu'Isabelle s'en aperçoive. Théo vouait maintenant sa vie aux défavorisés. Voilà 16 ans qu'elle travaillait en Inde auprès des plus démunis. Xela, entrepreneuse de génie, se consacrait à sa passion pour les affaires, tandis qu'Una s'occupait avec bonheur de ses enfants, de son mari et de sa belle famille en Toscane. Seule Xela vivait encore à New York, où elles avaient grandi. Isabelle elle-même poursuivait une belle carrière de consultante artistique indépendante, après avoir longtemps été conservatrice dans une galerie réputée du centre-ville. À présent, elle avait ses propres clients, parmi lesquels de célèbres collectionneurs. Si certains désiraient seulement faire étalage de leur fortune pour impressionner leurs amis, d'autres écoutaient avec intérêt ce qu'elle avait à leur apprendre, et une petite minorité nourrissait un véritable engouement pour les beaux-arts. Elle travaillait depuis son domicile, une élégante maison de ville située sur la 44e rue Est. Outre son bureau, elle y avait installé une petite galerie privée. Ce n'était pas une grande bâtisse, mais ses filles y avaient grandi et elle lui convenait parfaitement. 27 ans plus tôt, c'était grâce à Putnam qu'elle avait pu en faire l'acquisition et lancer son entreprise, florissante depuis le premier jour. Sans avoir amassé une fortune colossale, elle était à l'aise et pouvait venir en aide à ses filles quand le besoin se faisait sentir. Son goût très sûr s'exprimait aussi bien dans la décoration de sa maison que dans son style vestimentaire, simple, chic et épuré. À 58 ans, c'était encore une très belle femme. Sur son bureau, Isabelle avait aussi une photo d'elle avec son propre père, Jérémy. Il posait devant le fabuleux manoir de Newport, dans l'État de Rhode Island, où elle avait passé toute son enfance. Sa mère, institutrice, était morte quand Isabelle n'avait que 3 ans. Son père était alors conservateur au Museum of Fine Arts de Boston et spécialiste de l'impressionnisme et de la Renaissance. Lorsqu'elle se remémorait ses plus anciens souvenirs, Isabelle se voyait avec lui dans les salles du musée. Mais 2 ans après la disparition de son épouse, il avait opté pour une reconversion. L'occasion s'était présentée au bout de quelques mois à parcourir les petites annonces de son journal. La famille Vanderbilt recrutait un régisseur pour l'une de ses spectaculaires propriétés. Une résidence de 70 pièces, dominant la mer, que la dynastie désignait, avec un sens certain de l'euphémisme, sous le nom de cottage. Une petite maison indépendante, sise sur le domaine, servait de logement de fonction.
Jérémy préférait qu'Isabelle grandisse à la campagne plutôt que dans leur appartement étriqué du centre-ville de Boston. Et cet emploi lui laissait plus de temps pour l'élever que son travail de conservateur. Il était responsable des œuvres d'art, des antiquités, mais aussi du management de tous les autres employés du domaine. Tout devait être parfaitement entretenu en permanence, au cas où les propriétaires arriveraient à l'improviste. Mais il n'occupait le manoir que quelques semaines par an, au mois d'août. Le reste de l'année, les Vanderbilt habitaient leurs différentes résidences de New York ou Londres, et ils étaient dans le sud de la France en juin et en juillet. 11 mois sur 12, Isabelle était donc libre de courir d'un bout à l'autre du domaine et accompagnait souvent son père à l'intérieur du manoir. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.